Parlons maintenant des éléments de plaque en flexion. Donc, tout comme notre élément membrane, l'élément de plaque en flexion a une dimension très petite, son épaisseur, par rapport aux deux autres dimensions de la plaque. Donc, notre élément de plaque va donner lieu à des contraintes sigma x et puis sigma y de par les effets de flexion. On va avoir des contraintes de cisaillement taux xz et taux yz par les efforts tranchants. Et puis, on va avoir du taux YZ par un peu l'équivalent d'un moment de torsion. Donc, notre élément de plaque va être défini par son feuillet moyen. Et puis, notre feuillet moyen, à son niveau, en fait, on va avoir des contraintes sigma x et puis sigma y qui sont nulles, ainsi que taux xy. Donc, tout ça, en fait, c'est pareil comme pour une poutre. Donc, on va considérer deux théories différentes pour les plaques en flexion. La première, c'est celle de la théorie de Kirchhoff. La théorie de Kirchhoff, ce qu'elle va nous dire, c'est que on va considérer d'une part que les sections de la plaque demeurent planes. Donc, on va avoir vraiment les sections de la plaque qui demeurent planes. Mais par rapport au feuillet moyen, ce qu'on va voir, c'est que les sections demeurent toujours perpendiculaires au feuillet moyen. Par contre, dans la théorie de Mindlin, qui est la deuxième théorie qu'on va considérer, bien là, ici, on va avoir notre plaque. Et donc, encore une fois, les sections vont demeurer planes. Cependant, elles ne demeureront pas nécessairement perpendiculaires au feuillet moyen. Donc, on a notre feuillet moyen, et puis les sections, j'exagère un peu dans mon dessin, mais elles ne seront pas nécessairement perpendiculaires au feuillet moyen. Donc, il va y avoir une certaine rotation qui va être possible au niveau de la section proche du feuillet moyen. Donc, pour faire l'analogie avec les poutres, la théorie de Kirchhoff, c'est un peu comme la théorie des poutres d'Euler-Bernoulli, alors que la théorie de Mindlin pour les plaques, c'est comme la théorie de poutres de Timoshenko. Donc, dans tout ce qu'on va faire ici, on va considérer des petits déplacements. Donc, on va négliger les non-linéarités géométriques, c'est-à-dire que la courbure de notre plaque ou l'inverse du rayon de courbure, on va approximer ça comme étant la deuxième dérivée de la flèche. Même chose en X et puis en Y. Donc, ici, en fait, on vient négliger les termes d'ordre supérieur. On vient linéariser, en fait. Donc, si W est tout petit, typiquement de l'ordre de l'épaisseur de la plaque, pas plus, ben, on peut venir approximer la courbure par la deuxième dérivée de la flèche. Donc, on va considérer aussi que les contraintes normales au plan sont nulles. On va négliger les déformations epsilon z au feuillet moyen. Donc, comment on va venir exprimer notre champ de déplacement, en fait, c'est qu'il va y avoir le déplacement transverse W, puis après ça, bien, les déplacements dans le plan de notre plaque vont être donnés par les rotations, en fait. C'est-à-dire que les flèches transverses W sont non nulles et les déplacements U, par exemple, dans le plan, vont être donnés par la rotation θy fois la distance Z par rapport au feuillet moyen. Donc, le champ de déplacement U va être donné par Z fois la rotation θy, alors que V, lui, va être moins Z fois θx. Donc, dans le cas de Kirchhoff, si on vient mettre notre hypothèse ici de feuillet moyen qui demeure toujours perpendiculaire au plan des sections, ça va faire en sorte qu'on va être capable de venir représenter la rotation θx par la dérivée de la flèche dw dy et puis θy par la dérivée de la flèche dw dx. Donc, la théorie de Kirchhoff nous permet de venir représenter les rotations par les dérivées de la flèche. Donc, ça va nous permettre en fait de venir exprimer U et V comme des dérivées de la flèche, ce qui va faire au final que
toutes nos déformations, epsilon x, epsilon y, puis nos gamma, vont toutes être exprimées comme des dérivés de W. Donc, des d2W dx carré, d2W dy carré, et puis ici la dérivée croisée pour gamma xy. Et puis, dans la théorie de Kirchhoff, un des résultats aussi, c'est que nos gamma xz et puis gamma yz vont être nuls. Hein? On n'a pas de changement d'angle. C'est l'hypothèse qu'on a faite à la base. On a dit que nos sections demeuraient perpendiculaires au feuillet moyen. Et donc, de par notre hypothèse, c'est évident que on n'a pas de changement d'angle. Donc, nos gamma xz et yz vont être zéro. Donc, pour la théorie de Kirchhoff, on voit qu'on va être capable de se servir de W pour définir toutes les déformations dans le système. Donc, la flèche W nous permet d'exprimer toutes les déformations. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour venir résoudre numériquement ça, ça va être une solution approximative, donc un W étoile de notre champ de déplacement transverse de la plaque. Pour s'assurer, en fait, que notre champ de déplacement va être continu d'un élément à son voisin, ben, on va utiliser comme valeur d'interpolation, comme degré de liberté, on va utiliser les valeurs W sur la frontière, donc les valeurs nodales. Et puis, on va aussi utiliser les rotations au nœud. Donc, au final, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque nœud, on va utiliser comme degré de liberté la flèche transverse W et puis les rotations θx, θy qui vont être égales à la pente locale. Donc, pour un élément à 4 nœuds, on va se retrouver avec 12 degrés de liberté en tout. Donc, on ne viendra pas définir les fonctions de forme ici, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est capable de définir toutes nos déformations en fonction de W. Et puis, donc à chaque nœud, on va venir définir 3 inconnus, 3 degrés de liberté, W, θx et θy. Et pourquoi? Ben parce que ces valeurs-là vont être communes à un élément et puis à son voisin, qui vont partager le même nœud. Et donc ça va faire en sorte qu'on va avoir la continuité des champs de déplacement. Dans la théorie de Mindlin, c'est un petit peu différent. Vous voyez ici, on n'a pas fait l'hypothèse que nos sections demeuraient perpendiculaires à l'axe neutre. Donc, on va avoir une certaine rotation ici, ce qui fait que θx ne sera pas égal à dw dy et θy ne sera pas égal à dw dx. Et donc, notre champ de déplacement U va être donné par Z fois θ, puis V similairement. Ce qui fait au final que nos déformations, nos epsilon x, epsilon y, on ne pourra pas toutes les écrire en fonction de dérivée de W. Ça va être écrit en fonction de W et de θ. Et puis, en prime, on va avoir des déformations gamma xz et puis gamma yz qui vont apparaître en fonction de ces déformations-là, de ces déplacements-là, ces rotations-là. Donc, on se retrouve vraiment avec 3 quantités à devoir venir évaluer. W, θx, θy dans la théorie de Mindlin. Donc, numériquement, lorsqu'on va vouloir venir résoudre, on n'aura pas le choix. À chaque nœud, il va falloir venir définir θx, θy et puis W. Et donc, au final, on va se retrouver dans la théorie de Mindlin avec un élément à 4 nœuds avec 12 degrés de liberté, donc les 2 rotations et puis la flèche transverse à chaque nœud. Donc, vous me dites, mais c'est quoi la différence avec Kirchhoff? Ben, c'est qu'il n'y en a pas. Avec Kirchhoff, on se retrouve qu'à être obligé d'utiliser 3 degrés de liberté par nœud pour s'assurer de la continuité du champ de déplacement d'un élément à un autre. Et dans Mindlin, ben, on a les mêmes 3 degrés de liberté qui apparaissent naturellement dans nos équations. Et donc, numériquement, le coût numérique pour évaluer les 2 théories est le même, parce qu'ils utilisent autant de degrés de liberté l'un que l'autre. Cependant, dans Mindlin, on a une hypothèse de moins, donc on peut se dire que c'est plus physique. Donc, pour le même coût, avec Mindlin, vous avez un effort de plus, donc aussi bien le prendre en compte.
voilà ce que je viens de dire. Et donc, lorsque on va venir évaluer nos contraintes en fonction de nos déformations, en ayant supposé l'état plan de contrainte, on va se retrouver avec les contraintes dans l'état plan, dans notre élément de plaque qui sont données par l'équation suivante. Et puis, ce qu'on va voir aussi, c'est que les déformations gamma XZ et puis gamma YZ, on va les avoir uniquement, elles vont être non nulles uniquement lorsqu'on va prendre la théorie de Mendeleev. Et comme il n'y a pas de coût supplémentaire associé à ça, ben aussi bien faire ainsi.